Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Aurélien Foucret, je travaille chez Elastic et je fais partie d'une équipe qui s'appelle AppSearch, qui s'occupe d'un produit qui s'appelle AppSearch, qui est un produit qui nous tient à cœur chez Elastic. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais surtout comment est-ce qu'il pourrait vous aider à rendre vos recherches dans l'écosystème PHP notamment, mais vous pouvez le transposer à peu près tous les langages de programmation, ce que je vais dire. Comment ça va vous aider à rendre vos recherches meilleures. Voilà. Aussi un petit sommaire de ce que je vais faire. Donc pourquoi est-ce qu'on a construit AppSearch, les basiques. Ensuite, je vais vous montrer le PHP client qui fera hurler notre premier speaker. Et ensuite, une intégration Symfony qui le réjouira à nouveau. Voilà, donc en forme d'ascenseur émotionnel, si vous voulez. On va le gérer un peu comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a construit AppSearch ? Voilà, je vous ai fait la to-do list d'un projet de construction de moteurs de recherche tel que vous, si vous l'avez déjà fait, qui a déjà intégré des moteurs de recherche dans l'assemblée. Une barre de recherche toute simple, voilà. Bon, il y a un petit nombre. Alors, la to-do list qu'on peut avoir aujourd'hui, en général, elle commence avec un seul item, installer Elasticsearch, construire un mapping, pousser le contenu et forger une requête. Ça, ce serait la to-do list idéale. Puis après, vous vous rendez compte qu'il faut, en fait, la recette arrive, et puis il y a plein de trucs qui s'ajoutent à votre to-do list. La première, c'est ajouter la typotolérance. Ensuite, fixer les problèmes de pertinence qui vous sont remontés par les testeurs. Voilà. Une fois que vous avez fixé la pertinence, vous réimplémentez la typotolérance puisque vous avez cassé tout ce que vous avez fait. Vous avez introduit des régressions en fixant la pertinence. Voilà. Donc voilà. Ensuite, l'équipe allemande demande pourquoi les résultats sont très mauvais sur le site allemand. Donc vous devez apprendre l'allemand et les particularités linguistiques. Notamment, les Allemands savent très bien composer des mots, sauf qu'en recherche, il faut être capable de les décomposer, donc c'est assez complexe. Et puis intervient l'équipe marketing du site sur lequel vous travaillez, qui propose en fait que sur la recherche banane, il faut que tel document soit premier. Voilà. Mais comme ça répond à aucune forme de logique algorithmique, vous décidez de le hardcoder. Alors dans une table SQL, et puis vous bricolerez un petit truc avec le résultat de recherche. Puis après, les demandes deviennent quotidiennes, incessantes, harcelantes. Donc voilà. Et puis ensuite, l'équipe de merchandiser, parce que vous êtes sur un site e-commerce, arrive et décide qu'en fait, il lui faut un dashboard pour suivre l'utilisation du moteur de recherche. Que c'est critique que c'est core business. Donc là, vous devez créer un tracking, installer Firebit, commencer l'ingestion, ensuite fixer le tracker, le mapping des données dans Elasticsearch que vous avez injecté, réindexer, installer Kibana, préparer des dashboards qui font du sens au regard du business, puis réaliser qu'en fait c'est très très dur de corréler une donnée de clic avec une recherche antérieure. Donc vous devez vous devez redémarrer votre projet à zéro parce que votre tracking était complètement foireux. Et voilà. Et puis vient Josh, sympathique chef revenu officer de votre compagnie, qui demande, pour vous achever, une fois que vous avez fini ce projet, que les produits à faible marge de votre site soient placés en dernier résultat de la recherche. Voilà. Mais en fait, votre projet, vous l'aurez déjà abandonné à l'item 4 parce qu'il aura été jugé trop coûteux par votre boss. Donc vous aurez rempli assez peu de besoins fonctionnels qui sont présents sur beaucoup de sites. Et c'est ça, AppSearch, c'est une petite extraction verticale de toute notre stack, ça utilise la plupart des outils de notre stack, qui va avoir pour but de créer des expériences de recherche et de l'outillage de recherche, et de permettre aux développeurs d'aller vite dans l'implémentation de ces outils. Donc, avec beaucoup de fonctionnalités out of the box. J'aime bien le reprendre dans ce sens-là, c'est a powerful set of API, un developer tools, parce que c'est quand même un produit qui est developer first, mais qui permet de faire intervenir les utilisateurs business une fois que la mise en place est faite. Donc qui permet
de répartir la charge. Donc le but, c'est de créer des expériences de recherche. Alors des expériences de recherche qu'on peut motoriser avec AppSearch, il y en a plein. La première, c'est la recherche type géolocation. Donc là, l'idée, ça va être d'aller vers des expériences de recherche à la Yelp ou à ce genre d'outils. Voilà. Donc l'API le permet tout à fait. Intégrer dans une application SaaS ou une web app, typiquement, j'ai d'anciens collègues qui ont créé un PIM qui s'appelle Akeneo, qui est assez bien connu. Et ben, ça ferait sens d'utiliser AppSearch pour rechercher des produits dans Akeneo. Assez typiquement, tout ce qui est industrie média, presse, ça fait aussi beaucoup de sens d'utiliser un outil comme AppSearch. Le e-commerce, c'est une cible assez naturelle pour ce produit. D'accord ? AppSearch, il ne vient pas juste avec une API, il vient aussi avec une interface spécifique qui va permettre de gérer vos moteurs de recherche. Et ça, c'est assez clé dans le succès qu'on peut rencontrer avec ce produit. C'est un petit effet wow. Un petit détail d'ordre technique. On a plusieurs modes de distribution de tous nos produits chez Elastic. Ça, c'est on-prem et on-premise. AppSearch est disponible en download. Là, vous avez le petit lien en bas. Mais il est aussi dispo très prochainement sur Elastic Cloud. On m'avait annoncé aujourd'hui comme date de sortie, mais quand j'ai demandé à la réunion de la semaine dernière. Mais voilà, donc c'est incessamment sous peu. Voilà, on a aussi des images Docker et il sera dispo sur Elastic Cloud Enterprise, qui est la version privée d'Elastic Cloud, et Elastic Cloud on Kubernetes bientôt. Voilà. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités clés d'AppSearch. Alors, le premier, c'est un jeu d'API robuste qui soit différent de celui d'Elasticsearch. C'est-à-dire que les API d'ingestion ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne manipule pas les mêmes concepts. Hein. On ne manipule pas des index, mais des engines, des moteurs de recherche. L'API de recherche est légèrement différente aussi, puisque le but, ça a été, en fait, on n'a pas tout le query DSL parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas toute l'expressivité d'Elasticsearch parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on a déjà, pour vous, fait tout un travail qui permet de sélectionner les analyzers, de construire les requêtes multimatch, match, enfin de faire tout ce travail-là, c'est fait par l'outil. Donc voilà, je vais vous montrer l'usage de l'API après. Vous avez des outils d'analytics en temps réel, donc qui vous permettent de suivre les recherches effectuées, celles qui n'ont pas de résultats, quels sont les clics. Il y a une API qui permet de loguer les clics, voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous avez relevance tuning, result pinning et synonyme. Donc c'est un peu du même tonneau. C'est des choses qui vont permettre d'améliorer en fait la pertinence de votre moteur de recherche, soit en positionnant manuellement des résultats ou en masquant certains depuis l'interface d'administration, soit en attribuant des poids aux différents champs du document, soit en créant des boosts fonctionnels. Par exemple, les produits les plus vendus pourront apparaître avec un petit boost. Voilà, ce genre de choses. Puis tout ce qui est synonyme, on a une interface d'administration qui permet de rendre ça moins pénible que l'API. Voilà. C'est typo-tolérant par défaut et c'est schemaless. Alors, comme Elasticsearch, on va détecter automatiquement les types. Il y a une grande différence avec Elasticsearch, c'est qu'on garde la donnée source et qu'on peut, a posteriori, modifier le type d'un champ. Donc, c'est-à-dire que si un champ est détecté pour être un texte, et puis que finalement, c'est avéré que c'est un nombre, vous allez le faire et automatiquement, en fait, de manière sous-jacente, on va créer un nouvel index et remodifier les données. Voilà. Alors les concepts clés sont le moteur de recherche, l'engine, donc qui est vraiment au cœur de la solution. Un engine, ça porte plusieurs index Elasticsearch de manière sous-jacente, un pour stocker les documents, un pour stocker les moteurs de recherche, les search index, un pour stocker les données d'analytics, un pour stocker les données de log d'API. Voilà. Le document, donc là, ce ne sera pas surprenant si vous connaissez bien Elasticsearch. Ça reste la pierre angulaire, voilà, c'est ce qu'on va chercher. Le schéma, donc le schéma, alors il est entièrement
administrable depuis l'admin ou depuis l'API. Tout ce qu'on peut faire depuis l'admin, on peut le faire depuis l'API. Il est nettement simplifié, c'est-à-dire que dans Elasticsearch, construire un mapping, ça peut prendre beaucoup de temps, puisqu'on a besoin de plusieurs variations de champs, on a besoin, certains sont recherchables, certains sont utilisés en agrégation. Là, en fait, on a 4 types de champs: texte, number, geolocation, date. Tous ces champs vont être automatiquement indexés dans différentes variations en fonction de vos besoins. Et vous pouvez changer d'avis en cours de route d'un projet. D'accord. Un petit outil qui est pratique, on a un API log direct. Donc vous voyez, vous pouvez tracer tous les appels qui ont été faits à AppSearch d'ici, ce qui est extrêmement pratique dans des phases de debug notamment. Vous pouvez filtrer quelles sont les requêtes en statut 400, quelles sont les requêtes en statut 404, voire utiliser des filtres textuels. L'outil d'analytics, donc un outil qui est assez performant, je vous le disais, il va vous permettre de traquer l'usage par terme de recherche, les recherches qui n'ont pas de résultat, les clics, donc quelque chose d'assez utile. Je vous parlais de la possibilité de promouvoir ou de cacher des documents. Donc là, par exemple, pour le terme mexicain, il y a 3 documents qui ont été promus, et ensuite vous avez les résultats qu'on va appeler organiques de recherche. Donc c'est les résultats naturels. Voilà. C'est l'ancienne interface, et d'ailleurs vous avez encore l'ancien logo en haut. Voilà. Un autre enjeu clé sur ce genre d'outils, c'est la sécurité. Tout à l'heure, il a été évoqué qu'il y a un certain nombre de serveurs Elasticsearch qui étaient ouverts au cas de vent. Voilà. Cet outil vient d'un monde SaaS, en fait. Il est issu de l'acquisition d'une compagnie qui s'appelait SwiftType, qui produisait cet outil avant. Il vient d'un monde SaaS où en fait les gens consommaient ça, se créaient un compte, créaient des engines et avaient une... Voilà. Et par défaut, il a été intégré en fait 2 types de clés d'API. Une clé privée qui vous permet d'avoir accès complet à votre moteur, et une clé publique qui permet d'exposer votre moteur pour être requêté, par exemple si vous créez un front en React en direct. Donc ça vous permet vraiment d'envisager en fait d'exposer sereinement votre instance AppSearch sur le web. Elle est même conçue pour être exposée. Voilà. Et pour être requêtée en direct, soit par une application mobile, soit par un front React ou une progressive web app, puisque ça devient la mode. Voilà. Ça a été vraiment conçu dans cette philosophie-là. Voilà. Je vous donne rapidement, si vous voulez tester AppSearch, ça c'est le fichier, c'est le Docker Compose file. Donc vous lancez Elasticsearch, puisqu'on s'appuie dessus, et ensuite vous lancez AppSearch, donc en le branchant. Juste, comme c'est ce que j'utilise en développement, on a coupé la sécurité sur cette instance, c'est-à-dire quand vous loguerez à l'administration, il ne vous sera pas demandé de mot de passe. Voilà. Il y a plusieurs options de sécurité qui sont entièrement gérées toutes par Elasticsearch, de l'authentification basique à des authentifications SAML pour les clients, pour les gens qui doivent utiliser l'admin. Par contre, ça ne changera rien dans votre utilisation de l'API qui restera par clé d'API. Voilà. Donc à ne pas utiliser ça en production surtout, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Voilà. Alors, notre client officiel, en bossant chez Elastic, j'ai appris qu'il disait plus first party que official. Voilà. En tout cas dans mon équipe. Donc voilà. Alors, vous l'installez très très facilement, Elastic/AppSearch. Pour le numéro de version, donc en fait, AppSearch suit le versionning de la stack, c'est-à-dire que si vous utilisez un Elasticsearch 7.5, vous utiliserez AppSearch 7.5 avec. Et en fait, on a appliqué cette pratique qu'on a aussi avec les clients PHP, utiliser la même version majeur-mineur que la version de votre serveur. Voilà, comme ça vous aurez accès à toutes les API, vous serez sûr de ne pas avoir d'incompatibilité.
la version patch, venez à la dernière dispo, puisque c'est là qu'on a notre petit degré de liberté quand on code le client, et on peut appliquer les degrés de les bug fixes et les security fixes. Okay. Alors quels étaient les objectifs quand on a conçu ce client? Il devait être facile à apprendre, y compris pour les personnes qui sont ce que je vais considérer comme low-tech. Comme c'est une compagnie SaaS, on sait exactement qui sont les clients qui a été racheté. On sait exactement qui sont les clients. Et 10% des clients sont des clients PHP. Mais dans ces 10% de clients, il y en a 90% qui sont des utilisateurs de WordPress. Voilà, je vous ai donné un petit état de l'art, un petit panorama de la compétence moyenne des gens qui utilisent qui utilisent AppSearch. Alors, bien sûr, on voudrait conquérir les gens dans d'autres écosystèmes, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas non plus se couper de ça. Mais l'autre enjeu pour nous, c'était d'être consistant avec les pratiques du client Elasticsearch PHP. Que si quelqu'un est habitué à l'utiliser, il utilise un outil qui vient de la même société, c'est utile qu'il retrouve ses petits. Donc, on manipule des objets simples, des scalaires, des tableaux, voilà. On est assez minimaliste sur la validation de la requête du côté client. C'est quelque chose qui ne se fait quasiment pas dans le client Elasticsearch officiel et qui ne se fait pas non plus dans le client AppSearch officiel, puisque c'est le serveur qui va échouer en bonne et due forme. Donc on fait vraiment ce qu'on a besoin pour construire l'URL proprement et le payload un minimum. Valide jamais les payloads. Et on a les mêmes requirements composer. Le but, c'est que partout où vous pouvez installer le client Elasticsearch, vous pouvez installer le client AppSearch. Voilà. Les mêmes requirements, donc je peux vous les citer de tête parce qu'il y en a deux. PSRlog, donc simple comme bonjour, et ring.php, donc qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà. Notre autre but, c'était d'avoir 100% de l'API AppSearch couverte. Et on l'a fait, on a codé le client, alors je peux vous le dire exactement puisque c'est moi qui l'ai codé. On l'a codé en moins d'un mois. Voilà, donc ça a été assez vite à coder. Pour ça, on a un peu... J'en avais deux à écrire en même temps pour notre autre produit qui s'appelle SiteSearch. Donc on a un petit peu feinté, c'est-à-dire qu'on a écrit une spec OpenAPI, puis on a surtout écrit de quoi générer du code depuis cette spec OpenAPI. En utilisant une version modifiée de l'OpenAPI Generator qui est un fork de Swagger, en gros. Alors pourquoi cet outil-là? Parce qu'en fait, on va cibler d'autres langages. En fait, pour nous, le but, c'est de maintenir une spec OpenAPI qui va irriguer nos différents clients. Voilà. Alors un exemple tout simple, donc voici comment on instancie un client. On n'a besoin que de deux informations, un API endpoint, donc qui est l'adresse de votre serveur, et une clé d'API. Donc ça, c'est les informations obligatoires. Optionnellement, vous pouvez placer un logger. Donc le logger, il va vraiment s'occuper d'attraper toutes les erreurs et warnings levées par l'API. Pas plus, voilà. Et un traceur, donc ça c'est assez consistant aussi avec ce que fait le client Elasticsearch. Le traceur, lui, c'est des loggers interface, tout ça. Le traceur, lui, va attraper en fait toutes les requêtes et toutes les réponses et les loguer en debug. Bon info, je sais plus, mais voilà. Donc assez utile pour le débugage. Ensuite, l'API est assez simple à utiliser. Et en plus, le README a été aussi en partie généré par la spec OpenAPI, donc tout est documenté dans le README. Donc, par exemple, pour créer un nouvel engine, qui est notre entité de clé, donc vous lui donnez un nom et une langue. Si vous ne spécifiez pas de langue, vous allez basculer dans quelque chose qui s'appelle la langue universelle et qui doit, grosso modo, fonctionner pas mal avec la plupart des langues. Voilà. Sachant qu'on supporte une quinzaine de langues aujourd'hui. Ensuite, pour indexer des documents, donc pareil, vous
vous allez construire un tableau qui va contenir vos documents. Donc le seul champ requis, c'est l'ID du document. Les autres champs étant tous optionnels. Donc voilà, la syntaxe est donc pour indexer un document. N'oubliez pas de regarder dans Indexing Result parce que là se trouvent tous les potentiels documents que nous n'avons pas pris parce qu'il contient par exemple un champ qui commence par un underscore, ce qui n'est pas un champ valide dans AppSearch. Voilà. Pour supprimer des documents, donc pareil, vous spécifiez un tableau avec les ID. Alors on a fait ce choix qui était de mettre à disposition uniquement des opérations de type batch. Add document avec un S et qui prend un tableau, et delete documents avec un S, pour justement inciter les gens à réfléchir à batcher leurs opérations. Voilà. Ce sera sûrement pas suffisant, mais on a fait ce choix. Et donc, pour mettre à jour l'équivalent dans Elasticsearch du mapping, qui est notre schéma, donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour le coup, puisque c'est un nom et un type. Un nom de champ, un type. Un nom de champ, un type. Voilà, ça suffit. Pour lancer vos recherches, alors on a un tout petit peu éclaté les choses, c'est-à-dire que le search text, qui est un paramètre obligatoire, on l'a mis directement dans le prototype de la méthode, sachant que vous pouvez utiliser la chaîne vide. Voilà. Les search params sont multiples et variés, donc ça va vous permettre de gérer la pagination, les filtres, les facettes, l'ordre de tri. Vous pouvez faire du groupement de résultats. Vous pouvez choisir les champs que vous voulez récupérer en résultat, le highlight. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Voilà. Et voici un exemple de search response, donc qui s'articule en deux parties. Les métadonnées de la réponse, donc qui va contenir par exemple tout ce qui est pagination, un ID unique pour la requête, ce genre de choses. Et puis ensuite les résultats, donc qui sont vos documents tels que vous les aviez indexés, à une variante près, c'est qu'en fait, vous verrez ce row, d'ailleurs il me manque un niveau de tableau, cette entrée pour chaque champ row ou highlight. En fait, c'est comme ça que sont structurés les résultats de recherche. Row, c'est la version brute du champ, et highlight, si vous l'avez demandé, vous aurez l'highlighting à cet endroit-là. Ce qui rend pas facile, c'est la désérialisation inverse du document si vous voulez utiliser des DTO. D'ailleurs. Je voulais vous parler, pour finir, d'un petit projet que je mène. Alors j'ai déjà créé par exemple un module complet pour Magento qui permet d'intégrer AppSearch récemment. S'il y a des gens qui font du Magento, il existe aujourd'hui. Là, on travaille un petit peu sur l'intégration Symfony. On est vraiment dans les early stage, donc dans la phase de prospection autour de ce qu'on va faire réellement. Mais pour nous, ça fait beaucoup de sens parce que Symfony, c'est vraiment les gens produisent des applications qui ressemblent à notre use case avec Symfony, assez massivement. J'ai fait 10 ans en SS2I et j'ai vu les projets passer et je pense que Symfony, c'est quand même un des frameworks clés pour notre produit. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir. Donc, les key features, quelles sont-elles qu'on voudrait et qu'on a en partie, puisque j'ai déjà un POC assez fonctionnel là-dessus. Création automatique d'un client par défaut en fonction des paramètres d'environnement. Voilà, donc quelque chose de pas très original, mais néanmoins nécessaire, qui après peut s'injecter n'importe où, ce client. À mon avis, il faudrait que dans le futur, qu'on ait un client-aware interface et un client-aware traits pour les injecter encore plus rapidement. Voilà, et pas forcément passer par de l'injection constructeur sur ce genre de choses. Voilà. L'autre enjeu pour nous, c'est qu'on a un mapping qui est assez simple à définir. Donc, ce serait d'être capable de proposer des DTO
pour représenter les documents qui soient entièrement gérables par annotation. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà en fait dans le projet de test que j'ai. Donc l'idée, ce serait de dire pour le post-document, donc c'est basé sur la démo Symfony, il y a l'entité post, voilà. Post-document, ce sera la version, ce sera le DTO qui correspondra au document à indexer, puisqu'on va devoir désérialiser, par exemple les tags, le nom de l'auteur, ce genre de choses. Donc l'idée, ce serait d'avoir des annotations pour spécifier l'engine, qui sera cible. Alors, sachant que dans des cas multilingues, oui, ça peut être un peu compliqué, mais voilà. Et les champs qui seront les méthodes ou propriétés qui seront utilisées en tant que champs avec leur typage. Voilà. Il y a deux composants qui sont liés. L'engine resolver. Donc l'engine resolver, il a une méthode qui permet de récupérer l'engine associée à une classe. Donc par exemple, on peut lui dire engine get pour post-document class, et il va me retourner un modèle engine avec son nom et, et sa langue. Voilà. L'autre, c'est le schema resolver qui va vous permettre, vous lui donnez une classe, si c'est une classe correctement annotée, donc qui est bien une classe avec un engine, qui a des fields, des annotations fields, le schema resolver va vous retourner un objet schema correctement instancié. Voilà. Et puis il va les mettre en cache, il va faire tout ce travail-là. Voilà. L'autre feature qui va être clé, c'est la gestion des engines, donc l'engine manager. C'est comme ça que je l'ai nommé dans la plupart des projets sur lesquels je travaille. Donc voilà, donc l'engine manager, pour moi, on va récupérer un objet de type engine, et ensuite on vérifie s'il existe, on le crée s'il n'existe pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet engine, c'est un vrai objet, et il y a derrière dans l'engine manager tous les principes en fait. Pour passer à l'API, on va utiliser justement l'object normalizer et ce genre de choses pour passer vers des arrêts. Voilà, il doit aussi permettre de gérer la mise à jour du schéma. Et la dernière feature clé qui sera amenée à être centrale dans le composant de réindexation, c'est le Sync Manager, donc, qui ressemble beaucoup au Scudle Indexer, dont il a été évoqué tout à l'heure, et donc qui va permettre d'ajouter des documents et de les exécuter. Voilà. Le Search Service, donc on n'envisage pas non plus de le laisser avec notre API en tableau. On va construire en fait cet objet de Search Request, un builder pour la construire vraiment proprement. Hein. Donc là, par exemple, dans la version actuelle, je ne gère que Engine Query Pagination. Il va falloir que j'ajoute de quoi construire les fils, de quoi construire les facettes, ce genre de choses. Mais l'idée est là, est d'avoir un search service qui exécute des objets de type search request. D'avoir en retour des search response qui soient des objets. Donc là, vous voyez, en fait, sur mon search response, je peux aller lire les document IDs. D'ailleurs, j'ai un S en trop dans mon centre de code. Je peux aller chercher les résultats bruts. Voilà, donc là, pareil, il va falloir travailler un peu le design encore, mais il y a aujourd'hui un POC qui est fonctionnel, que je vais pouvoir vous montrer. Hop. Comment je sors de là? C'est génial ça. Bah oui, mais en fait, le fait d'avoir QuickTime m'a coupé Escape. On va le faire comme ça. Ok. AppSearch est là. Donc là, vous avez un AppSearch natif. Il n'y a actuellement aucun moteur de recherche, aucun engine dedans. Donc je vais pouvoir aller ici dans ma console Symfony, et donc là j'ai mon moteur de recherche qui va être peuplé. Donc vraiment,
avec... alors j'ai eu ce bug tout à l'heure. Voilà. Vous voyez que là j'ai un nouveau moteur, Symfony Demo Post, qui a 30 documents et qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc vous voyez là j'ai mes appels récents à l'API, donc j'ai créé le schéma, j'ai posté 2 batchs de documents, hein, j'ai fait des batchs de 20, purement arbitraires, ça pourrait être plus grand. Voilà. Ici je vais pouvoir commencer à regarder en fait comment se comporte le moteur et pouvoir faire des tests. Voilà. Je vais pouvoir aller faire des petites modifications de la pertinence du moteur assez rapidement. En fait, j'aimerais bien que si le titre contient l'ORM, ça soit un peu plus percutant. Donc vous voyez là, hop, voilà, là maintenant c'est un document qui contient le titre. Je vais être capable d'ajouter des boosts fonctionnels. Donc par exemple, j'ai un tag lorem ici. Donc si je veux ajouter un boost sur la valeur, donc hop, je veux que si le tag, hop, je veux que le document soit boosté. Voilà. Donc ça va permettre de faire remonter le document en deuxième position et de modifier son score. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience qui vont être permises avec le dashboard d'AppSearch. Hop là. C'est localhost 8000. Ah oui, parce que je suis passé au clavier QWERTY récemment. Et là, je reviens à mes premiers amours. Donc voilà. Et là, si je vais côté Symfony maintenant, vous verrez que, effectivement, est-ce que j'ai sauvegardé mon... Ouais, t'as sauvegardé. Ouais, le premier, c'est... Ouais, c'est pas mal. Tiens. L'effet Bonaldis. Il a fini de réindexer. Il réindexe pas pour faire ça. Tiens. Fais voir avec les curations. Fais voir si. Je vais essayer de promouvoir un document. Donc je veux que le premier document soit Basus. Hop. Tiens. Ok. Connecté au même AppSearch. Normalement oui, puisque c'est le... Tiens, j'ai un effet Bonaldi. Live. Bon, je vous prie de me croire sur parole, normalement les résultats devraient être rigoureusement les mêmes que ceux que j'observe ici. Ouais, c'est bizarre. C'est dans le title. C'est bien Basus, ouais. Ouais. J'ai peut-être débranché un truc dans mon appli. Un cache. Ouais. T'es pas connecté sur la base de données? Non, mais je... Ouais. Bon, faudrait que je vous promets de vous le réparer avant de le publier. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être de bosser sur ce projet dans les prochains temps, pour vraiment faire de cette idée que AppSearch peut être un outil qui va vous permettre d'accélérer le déploiement de moteurs de recherche dans Symfony et d'en faire une réalité en fait, tout simplement. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.